Bonsoir. Le micro ne marche pas, mais je fais semblant quand même de parler dans le micro. Ça fait professionnel. Avant de commencer, je voudrais peut-être que Jacques Cohen dise un mot de l'ALEPS qui nous reçoit ce soir. Ça fait plusieurs fois que l'ALEPS nous reçoit et je pense qu'il est très important de faire la publicité de cette association pour la liberté. Je pense que, Jacques, tu as peut-être un mot à dire, puisqu'il y a pas mal de gens qui, pour la première fois, rentrent dans cette salle. Merci. D'abord, bienvenue à tous. L'ALEPS est très heureuse de pouvoir vous recevoir. C'est une association qui a plus de 50 ans. Elle a été fondée en 1966 par un groupe d'industriels, dont André Arnoux, entre autres pour pouvoir célébrer et offrir un livre libéral à un économiste malheureusement pas assez connu en France et pas assez célébré, Jacques Rueff. Et cette association s'occupe de diffuser et de travailler les idées libérales. Entre autres, elle a organisé pendant plus de 30 ans l'université d'été de la nouvelle économie à Aix-en-Provence. Et nous continuons chaque année à décerner le grand livre libéral. Ce soir, nous avons la chance de pouvoir recevoir encore le professeur François Garçon, également Eudes Beaufreton, qui est secrétaire général de l'association Contribuables Associés, qui contribue aussi à diffuser les idées libérales, et qui est également membre du conseil d'administration de l'ALEPS. Merci, bonsoir. Merci, Jacques. Alors, chers amis, bonsoir. RIP, RIC, démocratie directe, c'est devenu une des revendications des Gilets jaunes de ces derniers temps. Alors si beaucoup de monde en parle, finalement il y a beaucoup d'explications à apporter parce que effectivement c'est une mesure peu ou mal comprise encore en France. Alors que peut-on se poser comme question? En quoi cela consiste-t-il? Quelles sont les conditions de sa mise en œuvre? Est-ce que c'est applicable au niveau national, local? Y a-t-il des sujets interdits? Est-ce que c'est la fin de la démocratie représentative? Combien cela coûte-t-il? Est-ce adaptable à la France? Bref, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce soir François Garçon, qui est le spécialiste, ou un des meilleurs spécialistes de la démocratie directe. Alors, à double titre, d'abord parce que vous avez la nationalité suisse, et donc vous n'êtes pas seulement théoricien de la démocratie directe ou du référendum d'initiative populaire, vous l'avez aussi pratiqué, vous le pratiquez. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis, vous n'êtes pas que cela. Vous êtes aussi historien, professeur à la Sorbonne. Et puis, vous êtes auteur de nombreux livres, ouvrages sur la démocratie. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais je vais vous les lire, notamment Le modèle suisse ou Enquête sur la formation des élites. Formation L'autre miracle suisse, La Suisse, le plus heureux pays du monde, et puis enfin le dernier ouvrage qui est ici, Le génie des Suisses. François est aussi passionné de cinéma, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais par contre, peut-être allez-vous nous faire rêver en nous expliquant ce que c'est que la démocratie directe et comment est-ce qu'on pourrait la mettre en place en France. François, c'est à vous. Merci Hugues. Alors, pour moi, c'est une véritable divine surprise que ce qui s'est passé avec les RIC. C'est une divine surprise puisque jusqu'à présent, la Suisse n'intéressait vraiment très peu les médias, n'intéressait pas les hommes politiques. Vous n'avez qu'à simplement lire l'interview de Macron dans Le Point d'il y a 3 semaines, dans lequel il accumule à la fois les bévues, les incorrections, les ignorances, ce qui est assez étonnant. Par exemple, ici, que la Suisse est un pays qui a 6 millions d'habitants, c'est-à-dire qui défalque à peu près 40% de la population suisse, qui a 8,5 millions. C'est un peu comme si on parlait de la France, si Trump parlait de la France en disant que la France a 39 millions d'habitants. Hein, c'est à peu près, c'est le même ratio de décapitation que Macron fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît tout, qui est sur tous les ronds-points, en tout cas il n'est pas sur les ronds-points, mais il anime toute une série de forums, lorsqu'il arrive à parler de la Suisse, il montre à quel point il ignore totalement de quoi il retourne, c'est-à-dire un pays qui est à la frontière de la France, qui a 473 km de frontières communes. Je rappelle également que, et après je rentrerai dans le vif du sujet, c'est pas tout à fait un État confetti, c'est 8,5 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est la population d'Israël, c'est plus grand que la Belgique, ça a la taille de la Hollande, c'est plus peuplé que l'Irlande, c'est plus peuplé que le Danemark, etc. Donc
c'est un pays qui est consistant, c'est un pays qui ne demande qu'à être visité, c'est quand même à 2 à 3h15 de train, ça ne coûte jamais que 100 € pour y aller, puis 100 € pour revenir. Bref, l'ignorance française sur la Suisse est sans aucune excuse, et elle est d'autant plus sans aucune excuse que aujourd'hui, 180 000 frontaliers y vont tous les jours, ou en tout cas y travaillent, et il y a 140 000 Français qui y sont résidents permanents. C'est aujourd'hui le premier pôle français à l'étranger. Il y a plus de Français qui vivent sur l'arc roman qu'il n'y en avait qui vivaient dans Londres ou dans le Grand Londres ou dans l'ensemble du Royaume-Uni. Donc c'est quelque chose de considérable, de mal connu, les journalistes ne s'y intéressent pas, et ils ne s'y intéressent pas probablement parce que le pays est totalement inintelligible lorsque l'on est français. Inintelligible, qu'est-ce que c'est? Tu as parlé de pays de décentralisation, c'est pas un pays qui est décentralisé, c'est un pays qui n'a jamais été centralisé. Donc c'est envisager ça sous l'angle colbertiste, jacobin, français, c'est quelque chose qui est comment est-ce que ça peut marcher? Comment est-ce que ça peut marcher? Et ça marche plutôt bien puisque le PIB par habitant l'année dernière était de 80 000 $ par Suisse, et il était de 38 000 $ en France. Donc ça, vous avez un ratio qui est quand même assez considérable. Et je rappelle, le dernier truc qui tue quand même, c'est que le PIB industriel de la Suisse est à peu près 25% aujourd'hui. C'est moins de 10% en France. Et lorsqu'on vous dit, oui, mais il y a les banques mafieuses, etc., le PIB bancaire, c'est 7%. Alors, c'est 7%, donc ça n'a rien à voir avec Jersey, Guernsey, voire Londres. Donc c'est un pays du plein emploi, c'est un pays où le système de formation est quasiment parfait. C'est la raison pour laquelle il est visité, ce système de formation, par les Chinois, par les Anglais, par les Américains. Il se trouve que désormais, ça commence à faire partie du voyage touristique de certaines élites françaises. Alors je dirais que merci les Gilets jaunes, puisqu'ils ont inventé quelque chose qui s'appelle le RIC, et du point de vue suisse, ça ne veut pas dire grand-chose, le RIC. Le RIC, c'est un espèce de mélange entre le droit de référendum et puis l'initiative populaire. Le référendum d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative, je ne sais pas encore, participative, c'est des concepts qui sont assez saugrenus en Suisse, tout simplement parce que c'est le mélange de 2 droits fondamentaux, l'un qui date de 1848, qui est le référendum obligatoire, qui deviendra ensuite facultatif en 1874, et puis un autre droit totalement différent, qui est l'initiative populaire, qui date de 1891, et qui, comme son nom l'indique, donne la possibilité aux citoyens de proposer des lois qui ont été négligées par les assemblées parlementaires, alors quand le référendum facultatif est un droit de veto des citoyens s'opposant à une loi qui a été votée dans un parlement. Alors, quand je dis que les Gilets jaunes ont raison de célébrer la Suisse, c'est vrai, parce qu'au niveau des droits populaires, c'est un pays qui est sans égal. Ils ont tort de célébrer la Suisse en se limitant à la seule démocratie directe, parce que, comme je vais l'expliquer dans un instant, la Suisse, c'est d'abord une démocratie représentative. Alors, mon plan, dans un premier temps, je vais rapidement vous parler de la démocratie représentative, à quel point elle est présente et à quel point elle est dense. Ensuite, je parlerai de l'intensité de la démocratie directe, puisque c'est quand même probablement pour ça que vous êtes ici ce soir. J'aborderai un point qui a été abordé hier par Alain Mathieu lors d'un autre colloque que nous avons eu, lors d'un autre débat, qui est le coût de la démocratie directe. Combien coûte une votation? Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ignore quel est le coût en comptabilité analytique, combien ça coûte de faire une votation. J'établirai ensuite les conditions de fonctionnement des droits populaires, d'une votation. Et enfin, avec vous, j'essaierai de voir si cette démocratie directe à la Suisse pourrait être acclimatée au biotope français, parce que je crois que ça n'est intéressant que s'il y a la possibilité d'importer sur le sol français des instruments qui fonctionnent. En l'occurrence, la démocratie directe suisse est quelque chose qui fonctionne bien. Premier point, la démocratie représentative. Démocratie représentative, je rappelle qu'en Suisse, il y a 3 niveaux de pouvoir. Vous avez le niveau fédéral, le niveau cantonal et le niveau communal. Au niveau fédéral, vous avez déjà 246 députés. Et si je me limite à l'équivalent de notre Assemblée nationale, vous avez, au Conseil national, vous avez 200 députés. 200 députés, je rappelle qu'à démographie égale, 200 députés, c'est l'équivalent de 1600 députés en France.
Je rappelle qu'il y a 577 députés en France à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'il y a 709 députés au Bundestag. Il y a 650 députés en Italie. Albino, tu me déments si je suis dans l'erreur. Et puis, il y a 650 députés également en Angleterre. Donc, il y a une surreprésentation au niveau fédéral, au niveau de la démocratie représentative. La Suisse a un député pour 42 000 habitants, la France c'est 1 pour 112 000. Donc lorsque j'entends dire que la Suisse c'est un pays de démocratie directe, je dis non, la Suisse c'est d'abord une démocratie représentative. Ensuite, je vais au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau cantonal. Au niveau cantonal, vous avez 26 cantons. Je rappelle que les cantons, ce sont quasiment des États. Sous l'angle du droit public, les cantons suisses ont un drapeau, ils ont une constitution écrite, ils ont un parlement, ils ont un exécutif élu, ils ont des partis d'opposition, ils ont souvent une presse liée à l'activité cantonale. Sous l'angle du droit public, c'est quasiment des États, leur manque simplement la capacité à contracter avec des États étrangers, de frapper la monnaie et d'assurer la défense du territoire. Pour le reste, ce sont de véritables États. Or, qu'est-ce que l'on constate? Si l'on prend ces 26 cantons, en vérité on n'en prend que 24 puisqu'il y en a 2, vous connaissez, ce sont les cantons de démocratie directe où les gens votent à main levée une fois par année. Si je prends les 24 cantons, on a une nouvelle couche de parlementaires, de 2800 parlementaires. Donc si je prends les 200 parlementaires au niveau fédéral, je rajoute les 2800 parlementaires au niveau cantonal, j'ai déjà 3000 parlementaires, 3000 élus. Et attendez, je vous ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Maintenant, il y a le niveau communal. Le niveau communal, c'est, en Suisse, il y a à peu près 2000 communes, il y en a 2222. Il y en a 500 parmi ces 2000 communes où il y a un parlement. C'est-à-dire que là aussi, on a élu des gens qui sont supposés et qui représentent la population indigène qui vit dans la commune. Donc, la Suisse, c'est la plus grosse saturation sur la planète d'élus. Donc quand les gilets jaunes vous disent « les élus, on n'a pas confiance en eux, les élus sont des traîtres, ces élus ne nous représentent pas et il faut choisir le modèle suisse », je dis « attention, attention, votre ignorance vous perdra ». Alors, donc, il y a des parlements partout. Alors, si vous voulez, je pourrais rentrer dans le détail, mais je crois qu'ensuite, il pourrait y avoir des discussions. Les parlementaires suisses sont des parlementaires assez particuliers. Au niveau fédéral, par exemple, on ne travaille au niveau fédéral que 4 fois dans l'année, 3 semaines. Donc ça fait un total de 12 semaines sur 52. C'est ce qu'on appelle un parlement de milice. En France, le mot est tabou depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque la milice a activement traqué juifs et résistants. En Suisse, ce n'est pas un mot tabou. C'est pas un mot tabou, de même que ne sont pas tabous les statistiques ethniques. Il n'y a qu'en France où c'est aussi un autre tabou. Donc, on a cette spécificité suisse d'avoir des parlementaires, disons, de type milicien, à peu près au niveau fédéral. Au Conseil national, vous avez à peu près 30% des députés qui ont un métier à côté. Ils sont avocats, agriculteurs, journalistes, enseignants, etc. Le seul métier qui leur est interdit, c'est le métier de fonctionnaire fédéral. Autrement, tous les métiers peuvent donner accès à ce mandat. Ensuite, mon deuxième propos, c'est l'intensité de la démocratie directe. Parce qu'en effet, je viens de vous parler de la puissance de la démocratie représentative, mais c'est la démocratie directe qui aujourd'hui intéresse la population et semble intéresser les journalistes français. Alors, la démocratie directe, je vous donne simplement un chiffre pour vous donner son intensité. Entre 1848 et 2018, il y a eu 622 initiatives et référendums. 622 au niveau fédéral. Ensuite, se rajoutent au niveau cantonal et au niveau communal des milliers d'initiatives et de référendums. Je prends simplement Genève 1990, Genève 2010. En l'espace de 20 ans, vous avez eu 373 initiatives à Genève. 373 initiatives, c'est-à-dire à la fois des objets sur lesquels l'État demande aux administrés de se prononcer, mais dans la plupart des cas, ce sont les administrés qui prennent l'initiative de se tourner, Claude, de se tourner vers le gouvernement et de dire nous refusons cette loi, nous voulons voter cette loi, ou nous proposons cette loi parce que vous l'avez négligée dans le Parlement cantonal. Alors, j'ai des exemples ici, parce que je ne veux pas non plus vous endormir, parce que je vois que Claude commence à s'assoupir. Non, je plaisante, Claude. Alors,
si je prends par exemple, je dis très fort, donc si je prends par exemple Genève, la votation du 5 juin 2016, il y a eu, premier objet, acceptez-vous l'initiative populaire 154, ouvrez les guillemets, pour des transports publics plus rapides. D'accord. Ensuite, objet numéro 2, acceptez-vous la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée. C'est un contre-projet. Objet numéro 3. Si l'initiative pour des projets plus rapides et le contre-projet sont acceptés, lequel des deux a-t-il votre préférence? Objet numéro 4. Acceptez-vous l'initiative? Oui à la grande traversée du lac. Elle est toujours rejetée, celle-là. 5. Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques? Imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé. Refusé aussi. Acceptez-vous? 6. La loi modifiant la loi sur les démolitions, transformations, rénovations d'habitat. Bref, il y a tous les 3 mois, au niveau fédéral, ce même jour-là, ce même 5 juin, c'était ça, 5 juin, au niveau fédéral, il y avait une initiative populaire en faveur du service public, une deuxième initiative populaire que nous adorons en France pour un revenu de base inconditionnel. Hein, d'accord. Ça date de 2015, 5 juin 2016. Hein, je rappelle que Benoît Hamon, c'était quand même un des éléments phares de son programme en 2017. Troisième initiative populaire pour un financement équitable des transports. Ensuite, il y avait une modification de la loi sur l'asile. Bref, je suis en train de vous dire que les Suisses ne chôment pas, les Suisses restent quasiment toute l'année dans un local de vote, si l'on peut dire, puisqu'on en parlera ensuite, je pense qu'Alain Mathieu me fera des objections, on vote de manière extrêmement particulière en Suisse. Bref, il y a un travail venant de la population, venant des citoyens, qui est extrêmement active. Et je rappelle que tous les sujets tous les objets sont jouables. Et monsieur me dit non, il ne sait pas que, par exemple, sur la peine de mort, les Suisses ont failli voter en 2012, simplement ils n'ont pas réussi les signatures. J'ai amené le texte que je lirai tout à l'heure. Donc, les droits populaires sont quelque chose qui, à la fois, vivifient la vie politique dans le pays, mais je pense que ce qui me paraît, moi, le plus important, c'est qu'il conforte le travail du législateur. Alors, de quelle manière est-ce que j'affirme, et pourquoi est-ce que j'affirme que ça conforte le travail du législateur? Je le confirme parce que quand on voit les résultats et des initiatives et les résultats des référendums facultatifs, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, ce qui a été initié par les parlements et validé par les citoyens lorsque ils sont confrontés à la nécessité de faire un choix suite à une initiative venant de la population, et que les initiatives populaires, elles sont massivement rejetées. Les initiatives populaires sur lesquelles nous fantasmons en France, car nous craignons que nous allions voir arriver des sujets comme la taille des tampax, la fessée aux enfants, je ne ricane pas, c'est un article abominable qui est paru dans le Figaro, et signé par Madame Porrier, qui est professeure des universités de Toulouse, il y a environ 15 jours. Lisez-le, c'est quelque chose de consternant venant d'un universitaire. Donc, dans 90% des cas, les initiatives populaires sont rejetées, et dans 46% des cas, les référendums facultatifs, c'est-à-dire là où les gens s'opposent à la loi, c'est également rejeté. Donc, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la conviction d'avoir une très bonne idée pour réformer la démocratie, qui est par exemple de faire en sorte, je suis éleveur grisonné, j'ai 73 ans, j'ai des vaches à cornes, et je souhaite avoir un budget fédéral pour pouvoir élargir mon étable, pour pouvoir mettre mes vaches à cornes, parce que autrement elles se blessent, et je risque de me blesser en trayant les vaches à cornes. Eh bien écoutez, ça arrive devant l'ensemble de la population. Madame, vous êtes en retard. Ça arrive devant la population, et c'est la population qui tranche. La population a tranché il y a 15 jours, et la population a dit non à un budget particulier pour les éleveurs de vaches à cornes. C'est leur problème. Toutes les grandes villes, tous les bobos ont évidemment voté pour le maintien des cornes et pour le budget pour l'éleveur en question. Donc, ça concourt à la stabilité politique. C'est quelque chose qui me paraît fondamental. C'est-à-dire que le fait que la population puisse ainsi s'exprimer et puisse ainsi mesurer le degré de popularité de l'objet auquel elle tient, écoutez, quelque part,
Ensuite, vous rentrez chez vous en vous disant j'ai gagné ou j'ai perdu, mais vous ne ruminez pas comme Mélenchon sa défaite de 2017 où il n'a toujours pas compris qu'il avait perdu. Je veux dire, lorsque le type qui a perdu sur les vaches à cornes, il s'appelle Armin Kapol, et bien écoutez, le soir même, il était chez lui, il buvait un verre de blanc, il était tout content parce qu'on avait parlé de lui et que des journalistes japonais étaient venus pour couvrir la votation en disant quel est ce type avec sa drôle de tronche et ses sabots qui fait un tel bout. Alors, tout ça c'est très beau, mais la question qui vous importe peut-être, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte ce type de votation? Et hier, Alain Mathieu a un peu défloré le sujet. Alors, je dirais que je pourrais parler ensuite des conditions dans lesquelles la votation est mise en branle, mais ça c'est dans un autre temps. Je prends là une initiative populaire fédérale. Combien ça coûte? Alors, d'abord, au départ, ça coûte rien. Au départ, ça ne coûte rien, vous avez simplement 100 000 signatures à récolter. 100 000 signatures, c'est d'abord de l'huile de coudre, c'est-à-dire que vous devez aller sur les trottoirs devant les grands magasins, devant les grands bistrots, devant les entreprises, et vous venez avec une table comme ça, ou vous venez comme le font les jeunes roumaines devant le musée du Louvre, pour extorquer 5 € à des touristes étrangers qui ne savent pas sur quoi ils signent. Là, en l'occurrence, vous avez une pétition où vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de résidence, vous signez, d'accord, et sur chaque pétition, vous avez 5 noms. J'ai fait un rapide calcul, 100 000 signatures à raison de 5 par page, ça nécessite 20 000 feuilles, vous avez des ramettes de 500 feuilles, d'accord, et la ramette est à 4 €, écoutez, ça vous coûte 160 €. Celui qui a une idée de génie pour réformer la Suisse, pour réformer les institutions, ça lui coûte 160 €. Et ensuite, il faut bien entendu qu'il trouve un comité, des soutiens. Les soutiens, c'est entre 7 et 27 personnes. Et puis, il part à la bagarre. Il monte au front et il a 18 mois pour rassembler ses 100 000 signatures. Et si, au bout des 18 mois, ou même avant, il a rassemblé ses 100 000 signatures, on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, elle devient plus coûteuse. Mais l'étape suivante, ce n'est plus le comité référendaire qui est responsable des coûts. La deuxième étape, c'est au niveau gouvernemental, c'est-à-dire c'est l'expertise des conséquences de l'initiative sur les vaches à cornes, c'est les conséquences de l'initiative sur les minarets, c'est les conséquences de l'initiative sur l'immigration massive. Combien ça coûte? Là, il y a un travail d'expertise, il y a un travail avec des missions qui sont confiées. On estime le coût par objet, par votation, à environ 200 000 francs. Vous avez qu'à multiplier par 0,9 et vous avez l'équivalent en euros. Donc, vous avez 200 000 € au niveau fédéral en termes de commission. Ouais, 200 000 francs, d'accord, ça fait 180 000 €, d'accord, 180 000 €. Donc ça, c'est le deuxième niveau, c'est au niveau fédéral. Et puis ensuite, l'initiative redescend au niveau cantonal, et c'est là où les chiffres varient. Alors les chiffres varient, ils varient peu. Moi, je travaille avec le service des votations et des élections du canton de Genève, avec Patrick Achéry, qui en est le directeur, et voilà les chiffres qu'il me donne. Le coût direct d'une votation, c'est 900 000 francs. Je vais vous donner ensuite le détail. Les charges en personnel fixe, c'est 325 000 personnes, c'est 10 équivalents temps plein, et vous avez des frais de locaux, de 25 000 francs. Alors, dans les 900 000 francs, c'est très intéressant, dans les 900 000 francs, le coût principal parmi ces 900 000 francs, le coût principal, c'est ça. C'est-à-dire que est expédié au domicile des 265 000 électeurs du canton de Genève, une enveloppe, ça c'est l'enveloppe retour, dans lequel figure à la fois le document qui donne toutes les informations sur la votation fédérale du 10 février 2019, et puis le même jour, il y avait une votation cantonale, donc tout ça est envoyé au domicile des 265 000 électeurs avec une carte de vote, vous voyez, j'ai pas voté, d'accord, et puis l'enveloppe de vote, puisque le vote reste secret, d'accord. Donc le coût principal de la démocratie directe, c'est des coûts postaux, c'est des coûts de poste, Vous avez, pour envoyer ça, vous avez 400 000 francs d'affranchissement, puisque vous avez le coût retour, puisque ça c'est l'enveloppe retour. Lorsqu'on a voté, on renvoie en ayant conservé évidemment tout le matériel de ça. Donc c'est le coût principal.
hein, c'est de l'affranchissement. Et hier, on a eu une discussion à l'hôtel Napoléon là-dessus. Je suis personnellement, et je pense que les Suisses pour l'instant partagent mon avis, je partage en tout cas le leur, c'est qu'il n'est pas du tout question de passer au numérique. Hein. Je pense que c'est un acte citoyen que de se plonger dans l'initiative populaire pour stopper le mitage des résidences secondaires dans les campagnes et la votation cantonale sur, d'accord. Donc je pense que ça relève de notre responsabilité de citoyens de nous plonger ne serait-ce que 25 minutes dans les papiers que nous recevons dans la boîte aux lettres, pour lesquels nos ancêtres se sont battus et qui participent de la vie citoyenne. Hein. Le citoyen, c'est pas simplement quelqu'un qui fait des likes parce qu'il aime Cyril Hanouna ou parce qu'il a envie de partager des photos de vacances avec sa famille. Donc, je pense que c'est très important. Et donc, c'est le principal coût. Le principal coût sur les 900 000 francs, les coûts directs, c'est l'affranchissement, l'expédition. Ensuite, vous avez 150 000 francs, c'est les personnels d'appoint pour dépouiller tout ça, puisque vous avez à peu près 50% de gens qui votent, ça fait 135 000 documents à ouvrir, à dépouiller, etc. Vous avez l'affichage politique. L'affichage politique, vous avez pendant 4 semaines plusieurs centaines de panneaux qui sont installés devant les centres de vote, et vous avez une société qui régulièrement, il n'y a pas beaucoup de lacération, mais enfin qui régulièrement met, Blocher ou l'UDC à Genève est régulièrement lacéré, parce que Genève est une ville de gauche, hein, très mal gérée, c'est la ville la plus mal gérée de Suisse, je suis genevois de reste. Et ensuite, vous avez l'affichage politique, je vous l'ai dit, la composition des brochures explicatives. Hein, ça coûte 60 000. 60 000, ça fait 68, 9, ça coûte 54 000 € pour ça. Donc je pense que voilà les coûts. Voilà les coûts. Donc, je résume. Le coût total d'une votation, je vous la donne en euros, c'est 1 100 000 €. 1 100 000 €. Et si vous avez un deuxième objet qui vient alourdir la charge en papier, etc., vous rajoutez 100 000 francs, c'est-à-dire vous rajoutez 90 000 €. D'accord ? Donc là, vous avez donc 1 100 000 francs, 1 100 000 € pardon, par votation. Vous avez 4 votations dans l'année. Hein, les dates sont déjà calées sur les 20 prochaines années. Ce qui fait que, sachant qu'il y a 4 votations par an, la démocratie directe représente par électeur et par an 17 €. D'accord ? 17 €. 17 €. Je rappelle que les portiques écotaxes, selon le rapport de la Cour des comptes, c'est 390 millions d'euros qui sont partis à la poubelle. D'accord ? Donc je pense moi aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui est une gabegie totale. J'aurais bien aimé pouvoir qu'on me donner mon avis sur ce truc qui est déjà, qui sent déjà là, le grenouillage et le tripatouillage pour un truc qui va être probablement une catastrophe. Donc, le coût de la démocratie directe, ayez ça en tête, c'est 17 € par électeur par an. 17 €, sachant qu'il y a 4 votations par année. 4 votations. Alors, mon quatrième point, c'était les conditions de fonctionnement de cette démocratie directe. Comment est-ce que se réalisent, comment se construisent ces votations ? Je l'ai déjà dit, au départ, il y a un comité référendaire de 7 à 27 personnes. Hein, vous devez réunir 7 personnes au minimum autour de vous, vous devez les convaincre, généralement ils sont convaincus, et elles partent à l'assaut de la population suisse. Vous pouvez trouver 100 000 signatures sur 3 cantons. Généralement, quand vous trouvez 100 000 signatures sur 3 cantons, vous aurez du mal ensuite à avoir une majorité des cantons et une majorité de la population, une majorité des électeurs. Généralement, ça ne marche pas, hein, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. Ce qui me paraît très intéressant aussi du point de vue français, c'est l'extrême lenteur du processus. La lenteur du processus. Là, nous sommes en train de vivre une espèce de démocratie directe en survoltage qui est liée à des idées qui surgissent tous les jours sur un rond-point ou dans une manifestation par des gens qui sont en état de fébrilité maximale. Là, ce qui me semble très intéressant, c'est que vous avez la réflexion autour des cornes de vache. Vous avez ensuite, pendant
1 mois, 2 mois, 3 mois, 18 mois la récolte des signatures, et je cherche à vous convaincre, mais je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes convaincu, mais le serez-vous toujours dans 18 mois. Et donc, il faut trouver donc les 100 000 signatures, ça peut prendre 18 mois. Ensuite, l'État a 3 ans pour mettre cet objet en votation. Donc 18 mois plus 3 ans, ça vous donne 4 ans et demi entre le moment où vous avez un coup de chaud, hein, sur j'en ai marre de l'ISF, hein, je veux la limitation de vitesse à 25 km/h dans les villes, hein, vous avez pendant 4 ans et demi le temps de voir les choses mûrir et perdre de leur intensité dramatique. Hein. Ce temps déradicalise la problématique politique, ça la déradicalise. Si vous faites voter les gens, c'est pour ça que la démocratie numérique qu'on est en train apparemment de vouloir importer en France, c'est une catastrophe. Les gens vont réagir à chaud sans lire des papiers explicatifs, sans avoir le temps de discuter avec leurs collègues. Je veux dire, chacun va dans son coin, sur sa table au bureau ou au fond de son lit, dire j'aime, j'aime pas. C'est l'antithèse de la démocratie directe suisse. La démocratie directe suisse, c'est la lenteur, et cette lenteur est le gage d'une responsabilité politique qui fait qu'on arrive à pays leader de l'innovation, pays où la moitié des sociétés qui ont été créées en 2017 sur l'Arc roman l'ont été par des Français qui sont allés s'expatrier là-bas au lieu de construire leur boîte en France. Et les 140 000 Français aujourd'hui, c'est plus des types qui sortent de Veolia avec 100 millions de stock options et qui vont se reposer au bord du lac. C'est des gens qui ont ton âge et puis qui vont s'installer là-bas. Ah, d'accord. Bon, alors, délai de collecte, je vous l'ai dit, 18 mois. Le délai de soumission aux électeurs, je vous l'ai dit aussi, hein, c'est 6 mois pour les référendums facultatifs et c'est 3 ans pour l'initiative populaire. Alors, la vertu du scrutin, eh ben, c'est simple, c'est que le peuple sait qu'il aura à la fin son mot à dire, et que c'est son mot, et que ce ne sont pas des consultations consultatives, ce sont des votes. C'est-à-dire qu'une fois que la chose est votée, la chose passe dans la loi. Du reste, les gens votent pour une loi. Et tout à l'heure, par exemple, je vous ai parlé de l'initiative sur la peine de mort. Mais alors, voilà, j'espère l'avoir pris. Hein. Oui, voilà. Là, j'ai une initiative fédérale pour oui à l'abrogation du service militaire obligatoire. Donc, ça date de 2012. Hein. Ça fait à peu près 7, 8, 9 votations où les Suisses remontent à l'assaut, ou des Suisses remontent à l'assaut pour que le service militaire soit supprimé. Ça fait 8, 9 fois que l'initiative est rejetée. Et puis là, en août 2010, a été déposée une initiative populaire fédérale, peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel, fermez les guillemets. La chancellerie fédérale, après examen de la liste des signatures présentées le 4 août 2010 à l'appui de l'initiative populaire fédérale, peine de mort, etc., vu les articles, décide que l'initiative est acceptée, hein, simplement. Elle n'a jamais abouti. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais abouti ? Parce qu'elle n'a jamais récolté les 100 000 signatures. Je dirais, vous avez le téléphone qui sonne, monsieur. Et donc, vous avez donc, je pense que, je le disais hier, je me permets de le répéter, les Suisses n'ont pas un plus gros cerveau que les Français. Hein. Ils ne sont pas plus intelligents que les Français. Ça, j'en suis convaincu, d'accord ? C'est vrai, je vous le promets. Alors, ils ont des outils politiques qui les amènent à être plus pragmatiques et à être probablement plus intelligents dans leurs actions. Mais je pense que si on importait, mais j'y reviendrai, ces outils, peut-être que nous aussi, nous aurions cette capacité. Donc, je reviens sur cette phase lente et longue. Cette phase lente et longue, elle permet d'éviter des logiques de coup d'État. Hein, il est évident qu'aujourd'hui, on sent que si une idée comme revenir sur l'ISF peut passer, ce sera des logiques de coup d'État. Peut-être que dans 4 ans et demi, après avoir expliqué aux Français qu'est-ce que ça coûte, ou par exemple, on en parlait ce matin sur la radio sur le revenu de base universel, je suis persuadé qu'on pourrait faire comprendre aux Français que c'est une folie. Hein, il faudrait simplement faire de la pédagogie. Du reste, Hamon, hein, si ça fait tellement peur, Hamon, il y a eu 6% des voix et c'était quand même son produit phare. Donc ça veut dire que quelque part, les Français, il leur reste un minimum de bon sens. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas adhéré à cette idiotie maximale. Alors, quelles sont les conditions,
j'en termine. Quelles sont les conditions pour la réussite du scrutin? D'abord, la première des conditions, et malheureusement, je pense qu'on n'y vient pas, c'est la multiplicité des objets soumis aux électeurs le même jour. Il faut soumettre un premier objet, c'est initiative populaire en faveur du service public. Un deuxième, c'est pour un revenu de base universel. Un troisième, c'est pour un financement équitable des transports. Ça, etc., etc. Il faut en plus de ça marier un objet national avec un objet régional, avec un objet communal. Il faut fausser le mécanisme pavlovien par lequel l'électeur français va dire non, 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 parce que ce soir-là, il aura mal digéré, ou parce que la veille, il aura vu un mauvais film, ou parce qu'il aura reçu une amende sur son pare-brise en étant mal garé. Donc, si vous faussez le système pavlovien, vous le faussez magiquement en multipliant les objets. Par contre, si vous posez une question, vous retombez dans une logique de type plébiscitaire référendaire, où on a vu ce que ça a coûté à Matteo Renzi, on a vu ce que ça avait coûté à David Cameron, on a vu ce que ça a coûté pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Les gens ne répondent pas à la question. Les gens ne répondent pas à la question. Ils veulent chasser Cameron parce qu'il est arrogant. Ils veulent chasser Matteo Renzi parce qu'il est arrogant ou parce que, encore une fois, il a pris une amende sur son pare-brise. Par contre, si vous multipliez les objets, à ce moment-là, le type, même s'il a eu 5 amendes, eh ben, il se penchera sur la question et il répondra aux différentes questions. Ça ne veut pas dire qu'il répondra bien, mais au moins il utilisera une partie de son cerveau là où, sur une question, il ne réfléchit pas, il coche non. Alors, ça c'est le premier point. Il faut également qu'il y ait une automaticité, comme en Suisse, d'inscription sur les listes électorales. En Suisse, dès l'âge de 18 ans, 16 ans à Glaris, vous êtes inscrit sur les listes électorales. Et je pense que c'est très important qu'on soit inscrit sur les listes électorales à partir de 18 ans dans son lieu de résidence. Quand je vois Taylor Swift aux États-Unis qui appelle les jeunes Américains à s'inscrire sur les listes électorales pour contrer la montée de Trump, c'est consternant. Quand je vois qu'en France, au 1er janvier, on ne peut plus s'inscrire parce qu'il y a un deadline au 31 décembre, c'est concernant. On doit pouvoir, dès qu'on a 18 ans, qu'on soit né le 17 février ou le 27 mars, on est automatiquement inscrit sur une liste électorale sans avoir à faire la démarche d'aller s'inscrire. C'est quelque chose. On n'a pas besoin de faire une démarche pour être taxé par Bercy. D'accord ? Donc pourquoi est-ce qu'on doit faire une démarche pour exercer ses droits citoyens ? Ça me paraît quelque chose d'inconcevable, ça me paraît absolument surréaliste. Il y a également un autre élément qui explique, et je pense qu'Alain Mathieu, tout à l'heure, on s'affrontera là-dessus, il y a quelque chose qui est très important pour la participation la participation aux votations. Vous avez compris quand même que les votations, ce n'est pas des élections. Parce que les Suisses votent tous les 4 mois sur des votations, mais en plus de ça, ils ont des élections. Ils élisent leurs parlementaires, ils élisent leur exécutif, ils élisent leur Cour des comptes, ils élisent leurs magistrats. C'est autre chose, d'accord ? Quand je dis que les Suisses passent le plus clair de leur temps dans un isoloir, c'est presque vrai, mais c'est faux. C'est faux parce qu'ils votent pendant 1 mois. D'accord ? Ils peuvent voter pendant 1 mois. Là, par exemple, les gens qui reçoivent ça à leur domicile, dès qu'ils le reçoivent, ils peuvent répondre le lendemain, et ça, vous le recevez à Paris 1 mois avant la date du scrutin. Donc vous votez pendant 1 mois. Et vous votez de quelle manière ? Vous avez 3 modes de votation. Vous avez un mode de votation physique. Vous vous rendez dans un isoloir, dans un local de vote. Et là, généralement, ça dure 2 heures. Hein, c'est de 10h à midi le jour du scrutin. Donc c'est vraiment très ramassé. À Genève, c'est 5%. Hein, je crois que je l'ai noté. C'est 5% le vote physique. Il y a le vote numérique. Le vote numérique, c'est là, vous le voyez, c'est ici. Vous noircissez ça, et puis ensuite vous mettez votre code. Le vote numérique, c'est 17%. Et par la poste, en Suisse, hein, Genève, c'est 78%. Donc ça reste massivement quelque chose qui est classique. D'accord, qui est classique. Alors, pluralité des modalités de vote, hein, il n'y a pas de vote par correspondance. Et hier, quelqu'un s'est élevé dans la salle en disant « Oui, mais non, c'était Dupont-Aignan, du reste, qui avait dit « Oui, mais alors, il va y avoir de la fraude si on fait du vote numérique. » La fraude, on n'a pas... Dominati, à Paris, il n'a pas attendu le vote numérique pour frauder. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, non ? Il y avait... Hein, Tiberi, pardon, voilà, Tiberi, il faisait voter les morts, non, je crois. Donc, c'est ça. Hein. Donc,
Oui, donc c'était Tibéri, pardon. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas craindre le piratage. C'est quelque chose qui, à mon avis, est absolument secondaire et sera sous contrôle. Il y a également quelque chose qui me paraît très intéressant, c'est qu'en Suisse, contrairement à l'Italie, la majorité simple suffit. Il n'y a pas de majorité absolue. La majorité simple suffit, c'est-à-dire que si sur les 265 000 électeurs à Genève, il y en a 25 qui vont voter, s'il y en a 14 qui votent pour et 12 qui votent contre, les 14 qui ont voté sur les 265 000 valident l'objet, valident la votation. Hein. En Italie, c'est une aberration, puisqu'il faut qu'il y ait 50% des électeurs inscrits plus une voix pour valider, c'est-à-dire que vous restez chez vous, c'est comme si vous alliez voter non. Hein. Donc ça oblige les gens à voter. Ça me paraît extrêmement sain aussi. Et puis, on voit quand même que tout ça, on vote 4 fois par an, plus les élections entre les votations, on vote sur plein d'objets. Eh bien écoutez, la participation, elle est bonne. Vous avez 48% de votation entre 2010 et 2018, et c'était 40,6% entre 2000 et 2010. Donc c'est en augmentation. La votation varie selon les objets, la participation varie selon les objets. À 48%, c'est considérable. Je rappelle que les élections aux européennes en France, les dernières élections, c'était 40%, 42%, et le premier tour des législatives, je le disais hier, c'est 42% aussi, 42,6%. Donc là, on est à 48% sur des objets, modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, LPMA. Donc, ils votent tout le temps, et ils votent beaucoup. Alors, comment est-ce qu'ils votent beaucoup ? Encore une fois, là, c'est Patrick Hachéry qui donne les chiffres. Vous avez 10% des gens, pour aller à l'essentiel, vous avez 10% des gens qui votent jamais. Ils ne votent jamais. Ça ne les intéresse pas, ils ne votent pas. Vous avez 11% des gens qui votent tout le temps. Là, c'est moi, par exemple, qui vote tout le temps, sauf là, d'accord ? Ils votent tout le temps. Et puis, vous avez un gigantesque marais de 80% des gens qui votent selon les objets. Ça les intéresse, ça les intéresse pas. Vous croyez que le vote est obligatoire ? Non, le vote est obligatoire à Schaffhaus. Hein, et à Schaffhaus, on passe à 57%. C'est le seul canton où le vote est obligatoire. Sur les 26, c'est le seul canton. Alors, j'en termine en disant, donc, quand je vois ce professeur Perrier, dire que à voter tout le temps, les gens vont basculer dans l'abstention, si cette professeure des universités avait eu la moindre curiosité et non pas être affectée d'une paresse intellectuelle, elle se serait renseignée et aurait vu que la participation reste massive. Alors, quel est l'impact à long terme ? D'abord, le fait de voter tout le temps sur de multiples objets amène à l'apprentissage de l'échec. On apprend à perdre. C'est très important. Mélenchon n'a pas appris à perdre. Hein. Il perd, mais il n'a toujours pas compris qu'il avait perdu, et il n'admet toujours pas qu'il ait perdu. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul, d'accord ? Donc c'est quelque chose qui est très important. Les Suisses, c'est dans les débats que j'ai pu avoir en Suisse, c'était intéressant. Ils disaient, mais nous, on a gagné une fois, mais le lendemain, on va perdre. On a gagné à la votation du 5 juin 2016, mais on a perdu à celle du... Et puis sur la même votation, moi j'avais voté oui à l'initiative en faveur du service public, mais j'ai perdu sur le revenu de base universel, parce que ça a été non. Donc c'est l'apprentissage de l'échec. Hein, c'est quelque chose de très important, et ça déradicalise, pour reprendre ce que je disais, ça dédiabolise à la fois le scrutin, et... ça donne quelque chose de beaucoup plus sain. Il y a une incertitude à chacun des scrutins qui fait que c'est une formidable école civique, une formidable école de négociation. On apprend à travers ça la culture du compromis. Vous avez perdu ? Bon, écoutez, celui qui a remporté la votation, celui qui a remporté sur tel objet qui a gagné, écoutez, oui, il a gagné. Vous n'allez pas commencer à brûler des pneus, à faire le siège des ronds-points et à attaquer des patrons, des DRH que vous déshabillez, qui doivent passer par-dessus les grillages, parce que vous êtes mécontents. L'échec est quelque chose qui est consubstantiel à l'être suisse, et c'est quelque chose qui, ma foi, me paraît très important. La pluralité des votations, c'est également quelque chose qui nous est très cher, nous les libéraux, c'est le respect des minorités. C'est quelque chose qui, dans un régime, on le voit quand même en France, les minorités sont broyées. Regardez l'Assemblée nationale, vous avez un parti qui remporte au premier tour 25% des électeurs et qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et les minorités, qu'on les aime ou pas,
elles ont quand même le droit d'existence. Le seul droit d'existence qu'elles ont, c'est Corbière qui va s'égosiller dans un micro à l'Assemblée nationale en insultant ses collègues, ou Ruffin qui se déshabille en disant « je suis un rebelle ». Ça se limite à ça, le droit des minorités, c'est-à-dire à brailler. Je pense que c'est quelque chose qui est insultant pour les minorités, et c'est une insulte également à la démocratie, parce que ça n'est pas sain. Hein, lorsque vous broyez les gens de manière continuelle, les gens n'ont qu'un seul exutoire, c'est de casser. Hein, et je pense que le fait de casser est quelque chose qui est coûteux et qui est imbécile. Donc c'est une école de civisme et de citoyenneté. Alors, je termine parce que j'aimerais quand même que vous puissiez intervenir. Si on est d'accord. Alors, maintenant, la question que vous vous posez, c'est, oui, mais quel emprunt est-ce que la France pourrait fonctionner avec un tel régime? Écoutez, je vous ai dit, 8,5 millions d'habitants, c'est plus la principauté de Monaco. D'accord? C'est l'État d'Israël. Donc c'est gros, c'est lourd. Moi, quand je vois les modèles de formation et quand je vois que les Chinois viennent avec des lourdes délégations pour voir comment fonctionne le système d'apprentissage dual, j'étais intervenu là-dessus il y a quelques années, je me dis que si les Chinois qui sont 1,3 milliard viennent voir comment ça fonctionne en Suisse, peut-être que nous pourrions, nous, aller voir comment ça fonctionne chez eux et peut-être nous en inspirer. Quand je vois Binden venir avec une délégation, voir comment fonctionne le système des hautes écoles professionnelles, je me dis qu'on pourrait également peut-être s'intéresser aux universités de métiers. Et moi, je me dis que le système politique est quelque chose qui pourrait être importé. Alors, c'est très difficile, c'est très difficile. Je rappelais hier une chose que j'aime bien, c'est en 1830, Louis-Philippe envoie à Liverpool un ingénieur français parce qu'il a ouï dire qu'il y avait un truc qui se déplaçait sur des rails en fer qui faisait beaucoup de bruit. Le type revient et après étude, tout ça, il est missionné et il dit à Louis-Philippe, ça ne marchera jamais. Hein, ça s'appelle le chemin de fer. Voilà. Et puis j'ai une autre anecdote que je trouve très 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 belle. J'étais invité il y a 3 ans par l'organisme israélite des Juifs genevois et j'étais à côté de Marc Borchberg. Marc Borchberg, ça ne vous dit rien, mais peut-être que vous connaissez Mathieu Picard. Mathieu Picard, c'est Solar Impulse. Et le lancement de Solar Impulse, c'est une aventure collaborative. Et cette aventure collaborative, ils ont fait ça, ils ont dit à la planète entière, ils ont dit, écoutez, on va lancer un avion sans moteur, hein, qui va fonctionner avec des piles. Vous nous envoyez tout ce que vous pouvez d'intelligent, et puis nous, on l'agrégera. On ne va pas vous payer, mais vous participerez, et c'est une aventure formidable. Et Samsung a enlevé des batteries, et puis, ouais. Bon, donc chaque société a envoyé, Rolls a envoyé, je ne sais pas. Et puis Airbus a envoyé 2 ingénieurs français, donc certainement diplômés des meilleures écoles françaises. D'accord. Les gars sont restés 2 ans à Payerne, dans le canton de Vaud. Puis au bout de 2 ans, ils sont allés voir Marc Borchberg. Ils lui ont dit, bon, c'est sympa ce que vous faites là, c'est rigolo, mais ça volera jamais. On s'en va. D'accord. C'est Solar Impulse qui a fait le tour du monde ensuite, etc., qui a couvert la planète entière. Donc, notre première réaction, nous, en tant que Français, c'est de dire « ça ne marche pas ». Et une fois qu'on a dit ça, hein, on fait appel à des Jacques Attali, on fait appel à d'autres escrocs qui vont vous inventer quelque chose qui sorte de leur chapeau. Non, non, soyons humbles. Il y a un truc qui marche, eh ben, essayons de l'acclimater au biotope français sans avoir à phosphorer en étant très intelligent, c'est-à-dire en réinventant l'eau tiède, et lorsqu'elle coule, elle est glacée. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a cette capacité à importer ça. Alors, c'est vrai que le contexte n'est pas bon. Hein, je parlais de courbe d'apprentissage, elle va être brutale. Les gens aujourd'hui, ils veulent réformer la 6e, ils veulent imposer la 6e constitution, ils veulent déchoir Macron, ils veulent limiter les députés. Ça va très haut, hein, ça va très haut, très vite, parce que ça a été tellement contenu dans la cocotte minute qu'elle a explosé. Elle a explosé. Donc c'est vrai qu'il aurait fallu, depuis 1958, faire voter les gens au niveau communal, par exemple. Moi, j'ai découvert les dépenses dans ma commune du Loiret. J'ai découvert ça en lisant la presse. J'ai été halluciné par la gabegie, le gaspillage. J'ai lu ça cette année. J'ai dit, mais des trucs démentiels, quoi. Un dixième du total de la taxe locale, elle est affectée à la casse des employés municipaux
de la mairie. Je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Ils sont payés, ils ont un salaire, et en plus de ça, ils vont récolter un 14e ou un 15e mois que je leur verse moi avec ma taxe d'habitation. Je ne parle pas des ronds-points et tout, d'accord, qui sont du gaspillage pur et simple. Donc, je pense qu'on n'arrivera pas à se limiter au niveau communal. Aujourd'hui, on commence à vous dire, mais on va interroger les Français au niveau communal. On n'y arrivera pas. Je pense qu'il faut mixer les objets. Faire du communal, du régional, du national, je pense qu'il faut être intelligent. Il ne faut s'interdire aucun objet. Je vous ai parlé tout à l'heure de la peine de mort, je vous ai parlé du revenu de base universel. Je pense que si on laisse le temps, d'accord, les gens sont capables de réfléchir. Mais si vous les prenez sur les Champs-Élysées, ils veulent pendre Macron. D'accord, mais une fois qu'ils sont rentrés chez eux, peut-être, qu'ils ont bu un ou deux verres, qu'ils ont vu Cyril Hanouna, ils sont relax. Et à ce moment-là, peut-être qu'ils sont moins radicaux qu'ils ne le sont sur les Champs-Élysées quand ils ont reçu un coup de matraque, que parfois ils méritent. D'accord. Donc, ne s'interdire aucun objet. Et enfin, je pense que la préparation des débats, et j'aurais terminé avec ça, la préparation des débats, c'est un moyen de relancer les corps intermédiaires qui ont disparu en France. Les syndicats, les associations, c'est à l'intérieur de ces corps intermédiaires que le préalable critique pourrait macérer, pourrait prendre une certaine tonalité, alors que là, les gens on leur jette quelque chose à discuter. Et là, je voyais quand même ce sur quoi on s'apprête à voter. Je crois que j'avais pris. Il y a eu une réunion dans le 15e arrondissement où peut-être certains d'entre vous sont allés. Et je pense que les questions qui vont être posées me semblent être quand même très compliquées. Je vous cite simplement la question. Qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition écologique? 1. Les entreprises. 2. Les particuliers. 3. Les administrations. 4. Tout le monde. Évidemment, c'est le prototype. C'est sympathique parce que c'est joliment imprimé, mais c'est le prototype de truc qui est ingérable. Ingérable. Il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, c'est des QCM. Il faut un début à tout. D'accord? Donc on ne va pas commencer à critiquer ça, il fallait un début. Je vous remercie. Alors j'imagine qu'il doit y avoir de nombreuses questions. Oui, monsieur. Plus fort, s'il vous plaît, monsieur. Depuis combien d'années, depuis combien de siècles, la Suisse n'est-elle pas entrée en guerre? Est-ce que tout le monde a entendu? Oui. Et regardez ma réponse. Longtemps. Vous êtes historien, c'est pour ça que... Oui, non, mais je pense que ça remonte à... Je crois que c'est la guerre de 30 ans, non? Je pense qu'elle a été impliquée dans la guerre de 30 ans. Ça remonte au XVIIe siècle. 17e Ouais. Autre question? Madame? Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment mettre tous les référendums dans le même panier? Parce que vous avez cité Brexit, et là, respectueusement, je diffère avec tout ce que vous avez dit. Je pense que Brexit n'est pas du tout quelque chose qui a été voté dans l'urgence. Ça fait 30-40 ans que les libertariens anglais discutent de Brexit, que les pêcheurs anglais se plaignent de la pêche, telle que l'Union européenne leur impose, et c'est tout sauf un vote hâtif. Et vous avez aussi parlé de référendum à une seule question. La seule question qui était posée en Angleterre, vous voulez vous sortir. C'était le produit donc, de toutes ces années de réflexion qui synthétisait en une seule question plusieurs autres. Oui, je pense que tout le monde a entendu la question. Encore une fois, je suis hostile aux questions, à la question unique. Je pense que j'ai lu, probablement comme vous, des tas d'analyses là-dessus. Il y a un rejet de Londres de la part des périphéries anglaises qui fait que le Brexit, le fonctionnement actuel de la Grande-Bretagne bénéficie surtout à Londres et peu aux régions périphériques. Je pense que les gens n'ont pas forcément répondu de manière libertarienne dans les régions les plus prolétaires d'Angleterre qui ont voté favorablement au Brexit, parce que je pense qu'ils ignorent les problématiques libertariennes. Donc je veux bien croire qu'il y a un niveau d'éducation en Angleterre qui les amène à avoir lu et à avoir fréquenté les auteurs libertariens. J'ai des doutes. Je pense qu'en France, on a la même haine de Paris
dès l'instant où on sort du périphérique. Donc on n'a qu'à voir, lorsqu'il y a des grèves à Paris, les Marseillais sont fous de joie, les Niçois sont fous de joie. Moi je suis cannois, j'ai toujours entendu autour de moi la haine des parigots. Et je pense que vous allez dans le Limousin, vous allez à Lille, vous allez à Brest, les Parisiens sont haïs. Donc les Londoniens le sont pareillement, parce qu'aujourd'hui vous avez un tel différentiel de revenus entre le centre de Londres et les régions périphériques, que vous avez de l'amertume, de la jalousie, de l'envie, et les gens ne répondent pas à la question. C'est pour ça, encore une fois, il ne faut pas poser une question unique. Les gens, nous répondons probablement dans cette assistance à la question unique, en utilisant notre cerveau. Je pense quand même que beaucoup de gens négligent de s'interroger sur le fond des choses et sur les conséquences, et réagissent de manière tripale, et je pense que c'est catastrophique. Oui. François, tu vas être soumis vraiment aux questions de Radio Courtoisie, puisque Evelyne est une patronne d'émission, moi aussi, comme quoi d'ailleurs on n'est pas tous russophiles et poutinophiles. Une question pour Eudes Beaufreton d'ailleurs, et pour toi, tu disais c'est une divine surprise que les Gilets jaunes aient parlé du RIC. Et en effet, moi j'ai invité Eudes Beaufreton il y a quelques années sur Radio Courtoisie, et quand on a parlé du RIC, c'était vraiment quelque chose c'est un sujet extrêmement intime. On en parlait très peu. Aujourd'hui, on parle énormément de ce sujet. Donc la question, tu parles de divine surprise, je pense en effet avoir aussi employé cette expression à la radio. Comment t'expliques que ces masses, qui étaient importantes au début, en tout cas sur les ronds-points, et tout de suite, de prime abord, sans même qu'on leur ait soufflé cette problématique, et tout de suite eu comme excipé de la démocratie directe? Comment tu l'expliques au-delà de la divine surprise, d'après toi? Alors, moi je n'ai aucune explication. Je n'ai aucune explication. Je n'arrive pas à comprendre comment, dans un désert médiatique complet, on ne parle jamais de la Suisse. On ne parle jamais de la Suisse. La dernière fois, moi, j'avais fait un C dans l'air sur les minarets ou sur l'immigration massive. J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de plateaux. Je sais qu'il y en a eu un sur France Culture, mais il y a un mois. Moi, à ce moment-là, j'étais en Suisse. Je ne m'explique pas comment des gens qui roulent au diesel et qui fument des clopes, qui sont ainsi caricaturés par Castaner et l'autre là qui est parti par les soupiraux lorsque le ministère a été attaqué. Je n'arrive pas à comprendre comment ces gens ont pu avoir l'information comme quoi il y avait en Suisse un système politique qui leur permettrait, s'il était importé en France, de s'exprimer. Pour moi, je ne comprends pas. Et les journalistes suisses que j'ai pu interroger ne le comprennent pas non plus. Eux aussi sont les premiers surpris de voir à quel point ils sont acclamés quand ils arrivent sur les lieux de blocage des routes. Donc tu restes sur l'idée d'une divine surprise. Est-ce que par hasard, puisque on a Eudes Beaufreton, on a Mathieu qui est là, et leur première problématique était une problématique financière en disant finalement avec le RIC on pourra peut-être payer, on aura moins d'impôts, moins de taxes. Est-ce qu'ils n'ont pas saisi quelque part au vol? Est-ce qu'ils n'ont pas fait le lien entre la taxe et les surtaxes, et le fait qu'il y avait un harcèlement de taxes qui touchait toutes les populations, et pas seulement sur les revenus les plus élevés, mais sur l'ensemble des revenus, ce harcèlement de taxes? Est-ce que ça, ils ne l'ont pas relié au RIC en se disant, parce que c'est une réalité, quand les études, Mathieu va en parler, va en parler, plus il y a de démocratie directe, moins il y a d'impôts, et l'impôt est le plus faible, et la TVA est la plus faible. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ce lien, aussi stupide soit-il? Effectivement, ça va être le travail de contribuables associés. Mais plus sérieusement, je voudrais passer la parole à Alain Mathieu qui, justement, a rédigé à nouveau, puisque nous avions promu la démocratie directe à partir des travaux d'Yvan Blot en France, parce que avec son association Agir pour la démocratie, effectivement, il a mis le doigt sur un enjeu essentiel pour réduire les dépenses publiques, qui est l'angle qui nous intéressait. Et nous avons rédigé plusieurs fois des textes de loi, dont un qui a été déposé par Christian Van Est à l'Assemblée nationale, député,
qui était évidemment pas passé, parce qu'un élu, lui faire voter un texte de loi par lequel il pense qu'on va lui enlever un peu de prérogatives, c'est extrêmement compliqué. Et donc régulièrement, on propose des textes. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a 3 initiatives parlementaires, une déposée par Jean-Luc Mélenchon, évidemment, puisque vous parliez des minorités non représentées. Il y en a une déposée par Nicolas Dupont-Aignan, et puis une dernière déposée par Olivier Marleix, et puis une, mais je vais laisser Alain en parler, qui correspond aux critères que Contribuables Associés se fixe, et on cherche toujours un député. Et là, visiblement, sur les 577, on n'en a pas encore trouvé un, mais je vais laisser Alain à ce moment-là peut-être détailler notre proposition. Bon, je dirais que vous avez tout à fait raison. Le référendum d'initiative populaire permet d'éviter les gaspillages. Quand les gens se disent vraiment cette démence est inutile, ils votent contre, et il y a le référendum d'initiative populaire. Ce qui fait que, par exemple, quand on compare la Suisse à l'Autriche, ce sont 2 pays assez comparables, montagneux, même population, développés tous les deux. Il y en a un qui a le référendum d'initiative populaire, la votation, et l'autre qui l'a pas. Et il y a 30% d'écart de dépenses publiques entre les deux. Et le niveau de vie des Suisses est 2 fois celui des Autrichiens. Donc il y a quand même un effet qui est massif, qui est important sur la mentalité des élus, parce qu'ils se sentent contrôlés. Un élu qui veut faire une bêtise, ou un gouvernement qui veut faire une bêtise, avec un référendum d'initiative RIC, eh bien, il la fera moins. Donc ça compte beaucoup. Autrement, vous aviez sollicité des objections. Il se trouve que j'en ai pas. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Simplement, j'ai peut-être des compléments. Les compléments, c'est qu'il y a un autre pays aussi où on vote massivement, et beaucoup, et autant qu'en Suisse, des référendums d'initiative populaire. Ce sont les États-Unis. En tout cas, la moitié des États de l'Ouest, dans ces États, il y a aussi ce système-là. Et peut-être qu'il y a 2 choses à prendre aux Américains qui ne sont pas en Suisse, vous allez dire que vous êtes peut-être opposé à ça, mais pour moi, ça me paraît important, et peut-être qu'on pourrait aussi l'acclimater à la France. C'est ce que les Américains appellent le recall, c'est-à-dire la révocation d'un élu. La révocation d'un élu de façon également avec une initiative populaire. Alors, ils font ça régulièrement. Il y a eu l'année dernière 77 personnes qui ont été révoquées de leur poste à la suite de recalls. Et puis il y a une deuxième chose qu'on pourrait peut-être prendre aussi aux Américains, c'est l'utilisation d'Internet. Alors je sais que vous disiez qu'il faudrait l'éviter. Ils l'utilisent bien quand même. Et ils l'utilisent bien surtout pour l'information des électeurs. Parce qu'ils ont un site qui est remarquable aux États-Unis, qui est très, très suivi, qui s'appelle Ballotpedia, où pour chacun de ces votes initiés par la population, il y a une masse d'informations énorme qu'il n'y a pas dans les brochures suisses, notamment sur le financement de la campagne, pour ou contre, le nom des donateurs, avec le montant que chacun a donné. Ça, c'est quand même important. Et puis les arguments de tout le monde. Pas seulement les arguments de la brochure suisse, il y a quand même l'argument des initiateurs, l'argument du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale. Bon, c'est important. Mais vous pouvez aussi avoir besoin de connaître les arguments de tous les politiciens qui ont pris position pour ou contre. Et là, aux États-Unis, vous avez un nombre considérable d'informations. Vous avez même la durée de lecture du projet. 2 minutes 40 en moyenne, il faut pour lire le projet. Ce qui facilite peut-être un peu le travail des gens, et même le degré de difficulté de la lecture de ce projet. Voilà donc 2 compléments qu'on pourrait peut-être prendre aux États-Unis. Ils sont pas... Alors même dans le vote lui-même, là, on a des chiffres différents, mais peut-être parce que c'est pas les mêmes élections à Genève. Moi j'ai j'ai le chiffre de ce qui s'est passé à Genève pour la votation du 24 septembre 2017. Vous avez les chiffres de 2018. En 2017, il y avait 58% des votants qui ont, par exemple, des gens qui ont voté par Internet à Genève. Donc c'est considérable quand même. Et il y en a 33% qui ont voté par la poste et 9% qui sont allés aux urnes.
Et c'est en train de se développer en Suisse, parce que la Poste suisse, la Poste fédérale, a mis à la disposition de tous les cantons, depuis la fin de l'année 2018, donc c'est récent, un système qui permet de voter par Internet, et très sécurisé, et qui fait qu'il y aura, je pense, pas beaucoup d'objections, et que beaucoup de cantons vont utiliser ce système, et que donc le vote par électronique risque de se répandre pas mal, même en Suisse. Aux États-Unis aussi. Alors, moi je suis personnellement très hostile au principe américain, au système américain, d'abord parce que quand je vois l'état des États-Unis, quand je vois l'état des finances publiques aux États-Unis, elles sont calamiteuses. Donc si véritablement les droits populaires sont un moyen d'enrayer la gabegie publique, c'est probablement pas vers les États-Unis qu'il faut se tourner. Et notamment pas vers la Californie, qui est un des États probablement les plus mal gérés parmi les 50 États de l'Union. Si je note également le principe des votations aux États-Unis, on retombe dans le vice initial, à savoir de la question unique. Les Californiens votent généralement pour les diminutions d'impôts, mais pour les augmentations de services. Ce qui fait que, je pense que vous devez le savoir, la dette publique en Californie, elle est abyssale. Donc je ne suis pas du tout... Alors là, vous avez raison, c'est que c'est intéressant parce qu'il y a un accès à l'information sur les enjeux du scrutin, mais vous les avez également en Suisse. Simplement, il faut aller sur le site du Conseil fédéral, et là, vous avez à la fois les textes de loi et tout ce qui est nécessaire. Et alors maintenant, quant à introduire là-dedans les avis des différents partis, des différents comités référendaires, ça c'est 160 pages, sans les avis du Parti libéral et radical, sans les avis du Parti socialiste, je veux dire, si vous mettez là-dedans les avis des différents partis, vous avez un truc de 1500 pages. Donc je pense que ça suffit largement d'avoir l'avis du comité référendaire, qui est l'avis qu'il a rédigé, avec le nombre de signes qu'il a jugé utile, et puis la réaction du gouvernement qui dit soit nous y sommes hostiles, soit nous proposons un contre-projet, soit nous le laissons faire. Mais je pense que ça suffit largement. Vous connaissez le coût de l'envoi de ce paquet. Si vous voulez commencer à envoyer des Bibles, alors ça déjà, je ne sais pas si les 265 000 électeurs genevois le lisent, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une Bible, ils ne l'ouvriront pas. Donc là aussi, il faut faire preuve de bon sens en se disant... ceux qui veulent en savoir plus ont la capacité à en faire. Maintenant, sur les comptes de campagne, il y a quelque chose qui fausse complètement les campagnes américaines, c'est l'achat d'espaces télévisuels, qui n'a pas lieu en Suisse. Effectivement, quand vous commencez à acheter des spots publicitaires sur les grands médias américains, ça fausse complètement le coût de la campagne. En Suisse, il n'y a pas ça. On achète quelques pages dans Le Temps, dans la Tribune de Genève ou dans la NZZ ou le Tagesanzeiger, mais ça se limite à ça. Je veux dire, donc, ça reste quand même quelque chose de très gérable. Et encore une fois, le coût est modique. Le coût est modique. Attendez, je crois qu'il y a d'autres choses. Oula. Oui, il n'y a pas de question alors. Sur les États-Unis, parce que je voudrais défendre les États-Unis. Les États-Unis ont eu une très très bonne période, les années 80 et 90. Ça durait 20 ans quand même, c'est pas rien. C'est l'époque où Reagan est venu au pouvoir, où il a baissé massivement les impôts. Et pourquoi il a baissé massivement les impôts? Parce qu'il y avait eu un référendum d'initiative populaire aux États-Unis en 1978 qui disait « Nous voulons une limitation sur l'impôt foncier de Californie ». C'était en Californie. Il y avait une limitation à 1% de la valeur. Il y avait trop d'impôts fonciers notamment. Eh bien, les électeurs, après cette initiative, ont obtenu que l'impôt foncier soit limité à 1% de la valeur des immeubles. Et ça a incité Reagan, il y a peut-être d'autres raisons, mais ça l'a incité à aller plus loin et à généraliser pour les États-Unis une baisse des impôts qui a été très importante et qui a causé en grande partie la prospérité de 20 ans des États-Unis. Madame, vous aviez une question? Moi, c'est une question, Plus fort. deux petites précisions.
le RIC est apparu chez les Gilets jaunes, c'était le RIC toute matière, y compris constitutionnel, révocatoire, abrogatoire, législatif. Et donc ce n'est pas vraiment le modèle suisse, mais c'est quelque chose d'un peu plus voilà, en réflexion ou en construction. Si je peux aussi me permettre, au niveau des listes électorales, les électeurs français sont inscrits à la majorité automatiquement. C'est juste après qu'ils peuvent déménager. Si, quand ils participent au recensement, je tiens les bureaux de vote à chaque élection. Donc, Il ne faut pas s'inscrire? Moi aussi, je me suis inscrit. Oui, mais adulte, quand on déménage, quand on a changé d'adresse, et à plusieurs reprises on n'a pas récupéré le courrier, le préfectoral reçu à domicile, on est rayé puisqu'il y a une commission de révision de liste électorale. Mais à 18 ans, je suis allé m'inscrire. Non, à 18 ans, vous êtes... Ah oui, il faut se déclarer, bien sûr. Oui, oui. Alors qu'en Suisse, c'est automatique. Non, non, en Suisse, c'est automatique, mais pas en France. Monsieur? Moi, je suggère que pour les élections communales, on puisse voter dans toutes les communes. Je suggère que pour les élections communales, on puisse voter dans toutes les communes où on a un impôt foncier. Oui, Je ne sais pas pourquoi on pourrait voter qu'une fois, parce que les 3 maisons, des intérêts dans diverses communes, je devrais pouvoir voter par Internet dans toutes les communes où on me taxe soit sur le foncier, soit sur la taxe d'habitation. C'est un peu de chance de passer ça. Je sais bien que c'est un peu de chance, mais vous savez, Comme la votations révocation en Suisse, d'ailleurs. C'est comme les votations en Suisse, ça commence comme ça. Bien sûr. Mais on ne vote pas dans toutes les communes. Mais non, c'est comme ça qu'on a des communes qui restent à gauche ou à droite pendant un siècle. Limoges est resté à gauche pendant 90 ans, et c'est Marine Le Pen qui a fait, parce que les alliances, ça fait qu'on a un maire qui n'est pas de gauche, on dit à Limoges. Mais s'il n'y avait pas eu ce truc-là, et c'était toujours à gauche. Et Genève est toujours à gauche. Oui, oui, bien sûr. Donc il faut suggérer. Monsieur? Tout d'abord, monsieur Garçon, je tenais à vous féliciter. Et l'universitaire aussi, c'était madame Anne-Marie Le Pourrier, notre Figaro, qui était très mauvaise. Et pour la question, est-ce que vous pensez que, nous on en est tous convaincus de la démocratie directe, mais par rapport à l'ADN culturel français qui est très jargon, très étatiste, très vertical, et même pour dire même marxiste, pour dire la vérité, est-ce que vont-ils le vouloir en France? Est-ce qu'il faut faire un combat métapolitique pour faire un changement culturel? Parce que la mentalité française est très étatiste, très jacobine, et même très marxiste. Pas les Suisses. C'est une question que vous me posez? Oui. Oui, non, mais je pense qu'on est marqué par le colbertisme. Donc, et il y a une chose que je n'ai pas évoquée, c'est la médiocrité du personnel politique, c'est la médiocrité du personnel de l'oligarchie politique française, d'ailleurs, et qui est aujourd'hui non seulement médiocre, mais elle apparaît aujourd'hui d'une cupidité hallucinante. Quand je lis la rémunération de Jacques Toubon, et que le gars à 78 ans, avec un revenu de 30 000 euros, trouve ça normal, il n'y a pas 500 patrons en France qui ont un revenu de 30 000 euros mensuels. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie. Il a été énarque, il a passé un concours inepte quand il avait 22 ans, et il vit sur sa rente de premier de la classe à 78 ans. Il a fait la taxe Tobin. C'est quelqu'un... Il fait le traité de Nice. Enfin, on ne peut pas faire la carrière de Toubon, mais il a fait des choses. Ouais, enfin, écoutez, j'ai quand même plus d'admiration pour un chef d'entreprise, même qui a 3 employés, qu'un type qui toute sa vie a été collé sur des fonds publics et qui donne des leçons au monde entier. Enfin, c'est quand même délirant. Et que ce soit ça, l'élite politique française, mais c'est abominable. C'est abominable. Et quelle exemplarité! Quelle exemplarité! Il est méprisant. Ouais, en plus. Mais il n'est pas le seul, hein, je veux dire, il est caricatural. François, qu'est-ce que vous pourriez répondre à Luc Ferry et Jean-Louis Bourlange, précisément, qui opposent le RIC à l'élitisme et qui défendent l'élitisme? Alors, moi, ce que je réponds, c'est vous défendez l'élitisme républicain et vous vous méfiez de la population. Moi, ma réponse, c'est regardez l'état du pays. Monsieur Bourlange, vous êtes aux manettes depuis que vous avez passé votre concours inepte d'énarque. Qu'avez-vous fait?
qu'ont fait vos pères. Regardez l'état du pays. Donc je dis qu'à ce niveau-là, on n'a aucun risque à prendre de donner des responsabilités à des citoyens qu'on a décrétés être des décervelés, puisque ceux qui ont un cerveau ont emmené le pays à l'abîme. Donc je me dis, on peut tenter ce scénario. Et je veux dire, n'ayons pas peur. Et je comprends tout à fait que ceux qui ont un fonds de commerce qui est lié à leur rente de situation disent restez dans vos caves car nous maîtrisons la situation. Non, vous ne maîtrisez pas la situation. Les types cassent les Champs-Élysées, les ronds-points sont bloqués, et puis il y a une colère qui est peut-être grossie par les médias, mais les gens ne sont pas contents, les gens sont mécontents. Et je dirais, quand vous voyez l'amoncellement de décisions qui ont été prises entre le renforcement du contrôle technique, la fin du diesel, les chaudières à mazout, les 80 à l'heure, c'est des fous. C'est des gens, et ces gens-là se considèrent comme étant supérieurs à une population qui est décrétée comme étant décervelée, illettrée, inepte et analphabète. Attendez, non. J'ai vu tout à l'heure que dans la loi Elan, ceux qui voudront vendre un terrain à bâtir devront d'abord faire une analyse des sols. Ouais. Je soumets ça quand même. Si vous êtes une analyse des sols pour savoir si le terrain, on peut bâtir ou libre à bâtir. Puis si, non. Attendez, il y a des questions. Que les termites a un coût très important. Oui, monsieur. Oui. Je voulais aller un tout petit peu plus loin que mon voisin et ami devant, là, sur la culture française qui se caractérise par une idolâtrie de l'État et de ce qu'il pourrait faire pour nous. La France, comme d'autres pays d'ailleurs, fait partie d'un certain nombre d'accords internationaux, je pense à CEDH, etc. Et je me demande, en rebondissant sur ce que vous disiez, sur le fait qu'en Suisse, il n'y a pas de tabou dans les sujets, si en France, il n'y aurait pas un certain nombre de sujets qui seraient intéressants, mais qui feraient l'objet d'un blocage, parce que c'est contre les droits de l'homme, l'ONU, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Vous avez la peine de mort, vous avez l'immigration, enfin, il y a plein de sujets candidats à ça. Oui, mais je pense qu'il faut se risquer à ça. C'est parce qu'ils ont tellement mis la main sur la cocotte minute qu'elle explose aujourd'hui. Si on avait pu constamment s'exprimer sur la PMA, sur le mariage pour tous, je pense qu'il y aurait une éducation naturelle vers ça. Mais dans la mesure où ça a été décrété comme étant ce qui devait se passer, et que c'est le bon, et ça c'est le méchant, ça c'est le bien et c'est le mal, je pense que par réaction, parce qu'on vous mutile et on vous empêche de vous exprimer, vous basculez vers des radicalités idiotes. Mais je pense pas que... J'espère que les Français se déradicaliseront à force de pratiquer la politique de manière pacifique. Mais je pense que la débilité ambiante, quand je parle de la débilité, je regarde là-haut, la débilité ambiante fait qu'ils ne comprennent rien. Sans parler des 80 à l'heure, du contrôle technique, etc., vous prenez le concours Lépine des propositions des 2 ou 3 derniers mois, c'est hallucinant. Hallucinant. Je ne sais pas comment ils peuvent comprendre et arriver à accepter quelque chose de ce genre. Alain, vous vouliez répondre? Oui, alors je voulais répondre. Il y a très peu de cas en Suisse où il y a une différence entre des traités et des votations, parce que la plupart des traités sont soumis à la votation. Oui, et donc, absolument. Il y a très peu de cas où il y a une différence. Il y a un tribunal fédéral qui a statué sur les cas où il y aurait des différences, et effectivement, il y a une jurisprudence là-dessus en Suisse. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle le référendum obligatoire, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement signe un traité avec un État tiers, il est obligé de soumettre le contenu du traité à la population. La population valide ou invalide le traité tel qu'il a été forgé par... Et ça respecte le résultat, pas comme... Et alors, juste pour répondre à monsieur, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a très peu de députés qui ont envie que la démocratie directe passe, soit appliquée. On a assisté avec Alain au vote de la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Et aussi bien les Républicains que la République En Marche sont vent debout quand même contre le principe de la démocratie directe. Il faut le savoir.
Monsieur. Et même contre la discussion, ils ont refusé. Contre de la discuter. discussion, bien sûr. Parce qu'il y avait, il y avait jeudi dernier à l'Assemblée, il y avait une discussion sur le projet de Mélenchon. Eh bien, les députés ont refusé, ils ont dit on l'envoie en commission, ça veut dire qu'on n'en parlera jamais. Voilà. Juste monsieur, ce qu'il voulait. Puis Attendez, après, je vous peut-être d'autres questions, il y a peut-être d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez des idées de Étienne Chouard? Est-ce que vous êtes en phase avec lui ou bien, et sinon, en quoi vous vous différenciez de lui? Parce que lui, c'est un promoteur de Mais je ne sais pas qui c'est. Qui a inspiré des Gilets jaunes pour le vote, pour le RIC. Il fait la promotion du RIC depuis 2005. Ben, très bien. Hein. Il est formidable. Alors, monsieur. Pour aller dans ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai écouté par hasard un débat sur LCI, et c'était l'invasion des migrants. Et tout le monde se référait à la Convention de Genève de 1951. Je ne l'avais jamais lu, et les propos qui étaient échangés, c'était l'unanimité dans cette classe politique et journalistique. Je suis allé sur Internet et j'ai repris, je suis allé tout simplement, j'ai cherché le traité, je suis tombé sur une page qui était assez bien faite du ministère des Affaires étrangères, je crois, et quand j'ai lu le texte, c'était pas du tout ce que disaient nos élus. Notamment, alors si on avait soumis ce texte en 1951 à l'approbation populaire, on n'aurait peut-être pas tout ce qu'on raconte qui est faux aujourd'hui. Parce que, en fait, la protection des migrants, c'est lorsqu'ils sont dans un conflit dans leur pays, mais la protection des migrants économiques, ça n'est pas dans les traités. Ça n'est même pas dans l'OFPRA. Donc je tenais à dire ça tout simplement pour aller dans votre sens. C'est un problème très technique. Et si au lieu de faire voter l'Assemblée nationale où personne ne comprend rien, on a fait voter un référendum, on en aurait parlé et ça aurait été connu des gens. Et aujourd'hui, on raconte beaucoup de choses qui sont fausses. Je peux dire une chose à propos de ça. Je pense que la démocratie directe devrait faire apparaître d'autres sensibilités politiques et devrait probablement amener les journalistes français à exprimer d'autres opinions que celles qu'ils expriment. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez France Inter ou France Culture, c'est entre Radio Mélenchon et Radio Hamon. Je pense que c'est le fait d'entendre la population, les électeurs s'exprimer autrement devrait les amener à lever le pied sur leur radicalité de bistrot ou leur radicalité ou leur posture bobo. Je pense que c'est également, ça participerait de la culture politique des médias. Hein, je pense que j'en suis persuadé. Donc, si vous écoutez la radio suisse, que je vous invite le matin sur ça s'appelle La Première, la radio. Franchement, il y a un fossé de sensibilité sur toutes les questions, mais vous écoutez un autre monde, quoi. Monsieur, c'est très intéressant. Ma question a un rapport justement avec ce que vous venez de dire. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que le référendum, enfin j'en ai deux, la première, le référendum peut-il aider à la cession justement de gens plus capables au pouvoir, c'est-à-dire ce que les députés suisses sont en moyenne plus compétents que les députés français? Première question. Et sinon, si ce n'est pas le cas, est-ce que le référendum tout simplement supplée l'insuffisance des représentants, enfin, du peuple à l'Assemblée, quoi, des élus de la démocratie représentative? Alors, vous avez entendu la question qu'a posée monsieur. Oui, la démocratie directe est un excitant, en tout cas auprès des élus. Ce qui est frappant, quand vous lisez les comptes rendus in extenso du Conseil national, c'est qu'il n'y a absolument aucune emphase lyrique. C'est que du technique. Et je pense que le fait de savoir qu'à tout moment, la population a la capacité de lancer un référendum contre une idée qui fait plaisir, mais qui est saugrenue, amène les gens à être très pragmatiques. Puisque de toute manière, même si on fait passer une loi qui est une loi insensée, elle sera combattue par les électeurs avec un référendum. C'est-à-dire dans les 100 jours, le référendum tombera. Et très souvent,
vous avez du reste, on voit la manière dont les cantons surveillent ce qui se passe au niveau fédéral, et le mot référendum revient très régulièrement. Dès l'instant où un député se lance dans une élucubration, il est immédiatement interpellé sur référendum. Et à ce moment-là, on voit la personne revient sur des terres qui sont plus familières. Donc ça participe d'une éducation politique et d'un cheminement vers la raison des élus. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de manche, on reste très pragmatique. C'est mortellement ennuyeux à lire, hein, mais c'est la plupart du temps, du reste, des questions budgétaires. Combien ça coûte? Est-ce qu'on se lance là-dedans? Comment est-ce que ça sera financé? Sachant qu'il y a un frein à l'endettement, hein, dont on n'a pas parlé, qui compte beaucoup. Le frein à l'endettement interdirait les dépenses somptuaires, qui sont ces maisons de région, hein, qui sont des folies françaises. Hein, qui sont des folies, quoi. Les différences linguistiques entre les... Ben, ils ne se parlent pas entre eux, ils ne se comprennent pas. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Le Conseil national, vous avez des interprètes, parce que, d'abord, c'est un pays où les gens ne se comprennent pas, mais ils vivent en harmonie. C'est quand même démentiel. Non? Madame, vous aviez une question? Donc, c'était pour répondre à votre question sur le pays est-il en guerre depuis combien de temps? Il y a eu des guerres religieuses et ils s'en sont sortis, et je pense que ça les a profondément marqués. Madame, oui. Merci François pour toutes ces explications. C'est une question un peu clin d'œil. Je crois que vous avez une double nationalité. Oui. Française. Donc, est-ce qu'on a une chance de pouvoir voter pour vous en 2022? Pour qui? Pour moi? Pour vous et le futur parti, parce que c'est une question un peu d'une rêveuse blonde. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Non, mais il y a forcément... De cette séance de oui, travail, c'est de gentil. réflexion. Quel est l'espoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense que c'est ancré dans l'ADN français d'être médiocre, têtu, envieux. Jaloux. C'est compliqué. Donc, quelles sont une solution, quelles sont les solutions et quel est l'espoir? L'espoir, c'est que des fragments de démocratie directe soient imbriqués dans les futures consultations que le gouvernement et que l'Élysée et Matignon sont en train de préparer. Et il faut espérer qu'à partir de là, les Français puissent s'engouffrer et puis apprendre en marchant comment fonctionne une mécanique politique par laquelle ils prennent des responsabilités, ils assument des responsabilités, le coût de leurs décisions. Mais je pense que rien n'est perdu, hein, je pense. Mais le principal ennemi, c'est l'oligarchie intellectuelle qui vit sur un fonds de commerce très rentable, qui l'amène à avoir des pages dans le Figaro, dans Le Monde, à pouvoir s'exprimer dans Le Point, chaque semaine, dans l'Observateur, etc. Je pense que là sont véritablement les ennemis du changement, parce que ça les remet totalement en question, puisque leur expertise n'en est pas une. Ce sont des gens qui ressuscitent quelque chose qui les a amenés à être là, et qui, moi, m'accable, parce que j'entendais Bourlange, je trouvais qu'il était sympathique chez Philippe Meyer, et quand je lis ce texte, je suis stupéfait. Quand je lis ce que Macron, l'interview dans Le Point de Macron, quand je lis l'incroyable éditorial de Franz-Olivier Gisbert sur la référendite, que vous avez peut-être lu il y a 15 jours, c'était le style Gringoire, et je suis partout. Terrible. Monsieur, et puis après une dernière question. Oui, je suis assez d'accord avec vous. La question des 90 km/h, la question des 90 km/h, s'il y avait eu la perspective ou la menace d'une votation derrière, ne serait peut-être pas passée. Mais alors nous sommes en Suisse, on décide des 80 km/h, il faut 3 ans à 4 ans et demi pour que ce soit soumis au vote des électeurs. Attendez, la loi est votée. Si elle est contestée, c'est soumis dans les 100 jours. Si dans les 100 jours où la loi est votée, la loi est contestée, elle est ensuite, dans les 3 mois, soumise aux électeurs. Mais l'immense majorité des lois ne sont pas contestées, puisque justement, il y a cette perspective de référendum qui amène les élus dans les instances parlementaires à être raisonnables. Mais les 80 km/h en France, c'est un décret.
Pas une loi. Qu'il a institué. Ouais. Non, mais ils auraient pu faire machine arrière très rapidement, ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont entretenu quand même la violence. Qui a une question. Deuxième chose, je ne pense pas. Après une dernière question. Je crois que Internet, sans remettre en cause des institutions, va participer à une démocratie plus directe que toutes celles qu'on a connues antérieurement. Le phénomène du hijab, vendu par Decathlon, ça a duré moins de 24 heures. Decathlon l'a retiré. Il y a eu une levée de bouclier sur Internet. Alors, elle était celle qu'elle était. Mais je suis convaincu que demain, des associations pourront prendre leurs responsabilités et mettre au vote. Ce ne sera pas institutionnel, mais ça fera pression. Je trouve que... Je veux dire, une association qui militerait pour le niqab, à mon avis, a peu de chances d'emporter l'aval de la majorité de la population. Et c'est plus facile de faire pression sur des Decathlon. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais il a été retiré des ventes. Oui, mais Decathlon, c'est pas le gouvernement. Decathlon, c'est une entreprise. Non, mais vous voyez ce que Internet la difficulté n'est pas la même. Il y avait un sujet sociétal dont se sont emparés un certain nombre de personnes. Il a été retiré. Dois-je comprendre que vous êtes hostile au niqab? Je suis... Attention à votre réponse. Comme Mustafa Kemal, depuis août 1925, je suis opposé au niqab. Une dernière question. Oui, j'aimerais que le professeur Garçon tranche une bonne fois pour toutes la question, est-ce qu'on peut appliquer la démocratie directe en France aujourd'hui ou pas? Il y a une partie de l'auditoire qui dit il y a un crétinisme ambiant, les Français sont envieux, ils sont tous ce qu'ils voudront. Enfin, moi, quand j'ai vu les premières données sur ce que souhaitaient voir les Français poser comme question sur les référendums, la loi Taubira, et 2, le référendum de 2005, donc sur la Constitution européenne. Je n'y vois là aucun crétinisme et aucune envie. Je veux dire, et sans régler de compte avec personne. Mais j'aimerais savoir ce qu'en pense un professeur d'université. Est-ce que oui ou non, on peut appliquer demain, et là je crois que c'est la question essentielle, dès demain, la démocratie directe en France ou pas? Alors, évidemment, je réponds oui. Il y aura de la casse. Il y aura de la casse. C'est pour ça, si j'étais au gouvernement, je prendrais soin de proposer aux citoyens, aux électeurs, des objets qui sont quand même pas trop nitroglycérinés. Je proposerais un retour aux 90 km/h, par exemple. Je proposerais de remettre à Sinédi le nouveau contrôle technique des automobiles. Je proposerais des choses comme ça. Les gens se sentiraient gratifiés de pouvoir s'exprimer sur des objets qui les ont mis dans la rue. C'est pas trop explosif. Et c'est un démarrage vers on va vous consulter, ça n'est qu'un début. Je pense que c'est comme ça que ça doit démarrer. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont pragmatiques, on a affaire à des gens qui sont dogmatiques. Et qui sont dogmatiques parce que dès l'âge de 20 ans, ils ont l'omniscience de celui qui a réussi un concours imbécile. Une dernière intervention d'Alain. Et... Madame a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça vienne en France? Je répondrai, ce qu'a fait Contribuables Associés, qui actuellement a fait une réunion qui est inscrite dans le grand débat. Vous pouvez aller dans le grand débat et dire, vous allez le faire, et on va avoir en plus des interventions à l'Assemblée nationale, enfin voilà. Oui. Il faut se remuer. Oui, moi je terminerai là-dessus en disant Contribuables Associés et la LEPS sont deux associations qui sont fondamentales. Il n'y en a pas tant que ça. Donc si vous devez soutenir des associations, ce sont vraiment celles-là qu'il faut soutenir. Il n'y en a pas tant. Hein, elles sont rares, elles sont précieuses. Je pense que s'il y a un militantisme, un premier militantisme à faire avant d'aller voter dans quelques mois, c'est d'apporter son soutien à ces associations. Alors un dernier mot avant de clore cette réunion. Peut-être qu'on pourrait mettre en pratique la démocratie directe ce soir et vous soumettre une question. Est-ce que vous êtes pour la mise en place de la démocratie directe en France? Oui. Votons à main levée. Votons à main levée. Qui est pour? Ah, il y a quand même quelques contre. Je vois quelques contre. Je crois que la majorité a gagné. Eh ben là, votre élève. Moi je l'avais les deux mains. Moi je suis prêt.
Non, je suis pas moi tout de suite. Mais vous n'êtes pas pour. Non, S'il je vous ne plaît. décide pas comme ça. Vous avez dit sur un coup de tac, on fait ça. Non. On a débattu pendant 1h30. Oui, quand même, il hein. n'a pas écouté. Ah, c'est ça. Plusieurs questions, 83e réflexion. Dans l'autre sens, qui est pour que l'oligarchie actuelle continue à nous gouverner? Bien, s'il vous plaît, Jacques. avant de remercier François Garçon et Eudes Beaufreton, nous vous informons des 2 prochaines réunions. La prochaine réunion sera avec Yves Roucotte, l'auteur du livre Le bel avenir de l'humanité. Donc on finit sur une note optimiste. Elle se déroulera le 13 mars prochain. Et la réunion suivante, le 27 mars, avec Gérard Dréan, où nous ferons le point sur les cybermonnaies. Donc vous êtes les bienvenus. Merci encore à François Garçon, merci à Eudes Beaufreton.